Bonjour amis de l'histoire antique, je vais vous parler aujourd'hui de Philopoïmène, un grand stratège de la Ligue achéenne, donc de l'époque hellénistique, et qui est considéré du fait de sa valeur comme étant le dernier grec. Alors, il lutte principalement aux côtés des Macédoniens contre Sparte, Sparte qui recherche à cette époque à retrouver sa puissance d'antan. Alors Plutarque lui a consacré une biographie en le mettant en parallèle avec Flamininus, donc le général romain vainqueur des Macédoniens, ce qui témoigne de sa renommée dans l'Antiquité. Alors à voir aussi que le géographe Pausanias écrit au sujet de Philopoïmène qu'après sa mort, la Grèce a cessé de produire de grands hommes. Homme de vertu et guerrier courageux, il incarne en effet l'idéal grec. Et donc son parcours nous permettra d'étudier les dernières guerres de Sparte ainsi que la fin de l'indépendance de la Grèce face à la montée des Romains. Alors, à noter qu'en français, on écrit plus volontiers Philopoïmène avec un i après le o que Philopoïmène, donc avec un e après le o, qui est en fait une transcription vieillie issue du latin. Alors, concernant mes sources, je m'appuierai essentiellement sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué pour certaines liens en description. Alors, voyons en thème numéro 1 les origines et les débuts de carrière de Philopoïmène. Donc son œuvre est particulièrement bien documentée car il est le contemporain et le compagnon de route de l'historien Polybe, donc qui est né comme lui à Mégalopolis en Arcadie, donc au centre du Péloponnèse. Et donc le père de Polybe, dénommé Lycortas, est d'ailleurs un ami de Philopoïmène. Et donc en plus de ces histoires, Polybe a écrit une biographie du stratège, aujourd'hui en grande partie perdue, et qui est intitulée Éloge de Philopoïmène. Alors à voir que Tite-Live, Plutarque et Pausanias se sont inspirés de Polybe pour leur récit des événements. Alors l'œuvre de Polybe s'avère partiale, ainsi que le montre évidemment le titre dont on vient de parler. Alors, Philopoïmène est né en 253 avant Jésus-Christ, donc à Mégalopolis, en Arcadie. Et donc, il est le fils d'un noble et riche citoyen. Et donc, orphelin de père assez jeune, il est élevé par Cléandre, un ami de son père. Et donc, il reçoit une éducation soignée, avec pour précepteurs Ecdémos et Démophane, deux philosophes platoniciens très réputés en leur temps, philosophe qui lui inculque l'idéal démocratique et les valeurs de la liberté. Alors Philopoïmène est très jeune attiré par l'éducation physique et les arts militaires, et il prend pour modèle le général thébain Épaminondas, qui est parvenu un siècle avant à vaincre les Spartiates. Et il s'entraîne même en allant vivre parmi les paysans et les bergers, et il gardera toute sa vie l'habitude de porter des vêtements humbles. Et il estime que la vertu personnelle est une condition nécessaire pour être respecté en tant que magistrat. Alors il a eu deux filles, une qui est devenue prêtresse d'Aphrodite et une autre qui a épousé le frère aîné de Polybe. Alors il y a un épisode qui est cité par Polybe, Tite-Live et Plutarque qui met en valeur la simplicité de Philopoïmène. En effet, il est pris un jour pour un valet par un de ses hôtes, Mégare, hôte qui a été donc trompé par l'apparence rustique de Philopoïmène, et l'hôte va même lui demander de couper du bois. Et cet épisode a inspiré notamment Rubens, un tableau donc aujourd'hui perdu, mais qui a inspiré d'autres tableaux. Alors voyons en thème numéro 2, la formation de la Ligue achéenne. Alors à voir que l'époque hellénistique voit l'émergence de confédérations de cités grecques comme principalement la Ligue étolienne et la Ligue achéenne. Alors certaines de ces ligues sont parvenues à se structurer en véritables forces politiques, économiques et militaires, notamment en faisant face à l'hégémonie de la Macédoine ou aux velléités aussi de puissance des Spartiates.
Alors, ces ligues sont des structures fédérales, c'est-à-dire qu'elles regroupent plusieurs cités au sein d'un ensemble uni, et ces cités sont toutes sur un pied d'égalité. Et donc ces ligues, qu'on appelle aussi des koinon en grec, ou koina au pluriel, sont dotées d'administrations centrales avec un rôle décisionnaire pour l'ensemble des cités membres et disposent de fonctionnaires qui leur sont propres, avec souvent à leur tête un stratège élu. Alors à voir que l'Achaïe proprement dite est en fait une région située au nord-ouest du Péloponnèse, et elle tire son nom des Achéens, donc le premier peuple considéré comme véritablement grec, ayant occupé la Grèce dans les temps proto-historiques. Et donc il faudra distinguer les Achaïens, donc les habitants de l'Achaïe, et les Achéens, le premier peuple grec dont on vient de parler. Sauf que la ligue s'appelle bien la ligue achéenne, donc il faut être vigilant là-dessus. Alors, une première ligue achéenne est fondée au 5e siècle en réunissant 12 cités de rang mineur, et il s'agit à l'origine d'une confédération davantage religieuse que politique. Alors, la ligue achéenne est dissoute par les Macédoniens, donc les diadoques, Cassandre et Démétrios Poliorcète, qui imposent aux cités des garnisons et souvent des tyrans à leur service. Alors, la ligue est reconstituée vers 280, quand, profitant des querelles pour le pouvoir entre Antigone II Gonatas et son rival Ptolémée Kyronos, les Achaïens parviennent à chasser de leur cité les garnisons macédoniennes. Alors, voyons en thème numéro 3 l'œuvre d'Aratos de Sicyone, qui est en fait le prédécesseur de Philopoïmène. Donc en 250, la ligue achéenne intègre la cité de Sicyone, donc qui est proche de Corinthe, bien d'ailleurs qu'elle soit d'origine dorienne et non achéenne. Alors la ligue connaît alors un grand essor sous la direction d'Aratos, qui a d'ailleurs été l'objet d'une biographie de Plutarque, donc ce qui témoigne là aussi de sa renommée. Donc sous Aratos, la ligue achéenne s'étend à des cités du Péloponnèse qui ne parlent pas forcément le dialecte achéen, on l'a vu avec Sicyone. Alors la ligue obtient également le soutien financier des Ptolémées d'Égypte, et en 243, Aratos obtient un succès éclatant en chassant la garnison macédonienne de Corinthe, après avoir pris l'Acrocorinthe par la ruse. Alors il fait rentrer Corinthe dans la ligue, ainsi que d'autres cités importantes comme Épidore et Mégare. Alors pendant 20 ans, Aratos cherche à libérer le Péloponnèse du joug étranger. Alors il lutte d'abord contre les turbulents Étoliens, bien qu'ils finissent par s'allier avec eux en 238 contre Démétrios II, le roi de Macédoine. Mais les Achéens et les Étoliens sont battus en 233 par un général macédonien. Et donc abandonné par les Étoliens, Aratos parvient tout de même à rétablir la situation, et en 229, il fait entrer 2 nouvelles cités dans la Ligue. Mais cette expansion le fait bientôt se heurter à Sparte, qui est alors en plein renouveau sous le règne du grand roi réformateur Cléomène III. Et les Achéens sont largement défaits en 227 devant Mégalopolis. Alors l'ambitieux roi de Sparte parvient ensuite à s'emparer d'Argos et de Corinthe en 225. C'est alors que Aratos choisit donc de se tourner vers les Macédoniens avec leur nouveau roi, Antigone III d'Ozone, qui a été un temps le régent de Philippe V. Ensuite, il sera proclamé officiellement roi. Et donc, c'est Antigone III qui a formé une nouvelle ligue hellénique, on dirait une nouvelle ligue de Corinthe, pour combattre les Spartiates. Et donc les Macédoniens et leurs alliés, dont 3000 Achéens et 1000 mégalopolitains, écrasent l'armée de Cléomène III à la bataille de Sélasie, donc une des plus grandes batailles de l'époque, en 222. Alors je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée au sujet de cette bataille. Alors l'influence de la Macédoine est ainsi rétablie pour un temps dans tout le Péloponnèse. Quant à Aratos, il décide en 220 de se retirer en Macédoine à la cour de Philippe V, après avoir été battu par les Étoliens. Et de 220 à 217, les ligues achéennes et étoliennes se livrent la guerre des alliés, qui aboutit à la victoire de la ligue achéenne alliée aux Macédoniens. Alors Aratos meurt en 213, alors qu'il est de retour dans le Péloponnèse, peut-être empoisonné sur l'ordre de Philippe V, qui se méfie de ses nouvelles ambitions. Alors voyons en thème numéro 4, Philopoïmène, stratège de la Ligue achéenne.
Donc, pour revenir à lui, il joue un rôle remarqué dans la victoire contre les Spartiates à la bataille de Sélasie. Donc il se bat très courageusement et il est blessé à la cuisse. Et donc il refuse ensuite la proposition d'Antigone III de se mettre à son service et de le suivre en Macédoine. Et en 221, il se rend en Crète et va commander pendant 10 ans une troupe de mercenaires dans le cadre de la guerre entre deux cités, donc Lytos et Knossos, pour le contrôle de l'île. Alors finalement, il rentre en Arcadie en 210 et il est élu stratège de la Ligue achéenne 2 ans plus tard. Et donc il réorganise l'armée de la Ligue en suivant le modèle de la phalange macédonienne. Et en 208, il remporte une victoire sur les Étoliens et les Éléens en Thessalie. Et ensuite, il se lance dans une lutte contre Sparte pour l'hégémonie dans le Péloponnèse. En 207, il remporte contre les Spartiates une grande victoire à la bataille de Mantinée. Et donc cette bataille se déroule dans le contexte de la première guerre macédonienne, donc de 214 à 205. Et donc cette guerre, qui est en fait la première des 4 guerres macédoniennes, oppose la République romaine, alors en guerre contre Carthage, et la Macédoine sous le règne de Philippe V. Et donc cette guerre a pour cause l'expansionnisme macédonien en Illyrie, dont une partie est alors sous protectorat romain. A voir aussi que Philippe et Hannibal ont conclu un traité d'aide mutuelle, tandis que les Macédoniens se sont alliés à la Ligue achéenne. Alors de leur côté, les Romains ont reçu le soutien de la Ligue étolienne et du royaume attalide de Pergame. Alors cette guerre relativement mineure aboutit à un traité favorable aux Macédoniens. Alors pour revenir à la bataille de Mantinée, Macanidas, donc le tyran de Sparte, met d'abord en déroute les troupes de Philopoïmène. Alors les Spartiates les poursuivent cependant avec trop d'empressement et de désordre, et lorsque Macanidas revient avec ses hommes sur le champ de bataille, l'infanterie spartiate se retrouve en infériorité numérique et est vaincue par les Achéens. Et en retournant au combat, Macanidas est désarçonné alors qu'il tente de faire sauter son cheval au-dessus d'un fossé, et il est tué de la main même de Philopoïmène. Et après cette grande victoire, une statue de bronze est érigée à Delphes à l'effigie de Philopoïmène. Alors à Sparte, un nouveau roi prend le pouvoir, Nabis, qui tente lui aussi d'assurer l'hégémonie de la cité sur le Péloponnèse. Alors arrêtons-nous un instant sur le cas de ce Nabis, qu'on pourrait qualifier de dernier des Spartiates. Et donc il est roi de Sparte en 207, et il abolit la double royauté et entreprend des réformes pour augmenter le corps civique, cherchant à redonner à la cité sa puissance d'antan. Alors il parvient à former une grande armée forte de 15 000 hommes, mais il doit faire face aux grandes puissances du moment, à savoir Rome et le royaume de Macédoine. Alors il est d'abord l'allié de Philippe V, qui lui confie Argos, puis il se rallie aux Romains dans l'espoir de demeurer maître de la cité. Mais une fois la deuxième guerre macédonienne terminée, Flamininus, donc le général romain, l'oblige à libérer Argos. Et donc les Romains suscitent une alliance autour d'eux en se posant en défenseurs des régimes démocratiques face à la monarchie. Et avec leurs nouveaux alliés de la Ligue achéenne, les Romains assiègent Argos puis Sparte elle-même en 195. Et finalement, des négociations aboutissent à ce que les Spartiates abandonnent leurs possessions. Argos rejoint alors la Ligue achéenne, tandis que les cités de Laconie sont placées sous la protection des Achéens. Alors voyons en thème numéro 5, Philopoïmène, allié de Rome. Alors, les hostilités reprennent rapidement en Grèce car la Ligue étolienne, donc qui était alliée aux Romains au cours de la deuxième guerre macédonienne, ne sont pas satisfaits du traité proposé par Flamininus. Et donc les Étoliens cherchent à mettre sur pied une coalition anti-romaine et se rapprochent de Nabis, qui a pu se maintenir au pouvoir à Sparte malgré sa défaite. Alors les Étoliens appellent surtout à l'aide l'ambitieux roi Séleucide, Antiochos III, à qui ils promettent le ralliement d'une grande partie des Grecs. Et cette alliance aura des conséquences durables sur le monde hellénistique. Antiochos III débarque en 192 en Thessalie, mais son armée est beaucoup moins importante qu'espérée par les Étoliens, tandis que les ralliements des cités grecques restent rares. Alors la Ligue achéenne, fidèle à l'alliance romaine, déclare la guerre à Antiochos III et aux Étoliens. Et le massacre d'une troupe de 500 soldats romains dans un sanctuaire grec
détruit les derniers espoirs d'éviter la guerre. En 191, les Séleucides sont battus aux Thermopyles par les Romains et surtout en 190 à Magnésie, en Anatolie, marquant la fin des ambitions européennes des Séleucides et le début de leur déclin. Là aussi, je vous renvoie à une vidéo que j'ai pu faire sur le sujet de la bataille de Magnésie. Alors, durant cette guerre, dite antiochique, qu'on appelle aussi la guerre séleucide, Philopoïmène est chargé de lutter contre Nabis afin de l'empêcher de reconquérir le littoral de Laconie. Alors, Philopoïmène est battu une première fois en 192 durant une bataille navale, puis il est victime d'une embuscade alors que son armée marche vers Sparte. Alors, il parvient néanmoins à retourner la situation et à écraser les troupes spartiates. Il effectue alors un retour triomphal à Mégalopolis et apprend peu de temps après l'assassinat de Nabis par ses alliés étoliens. Alors, Philopoïmène s'empare de Sparte par surprise et force la cité à intégrer la Ligue achéenne. Et en 189, la Ligue achéenne déclare à nouveau la guerre à Sparte afin de la soumettre définitivement. En 188, une armée sous les ordres de Philopoïmène se dirige donc contre Sparte, mais les exilés spartiates qui accompagnent le détachement achéen provoquent une insurrection dans la cité. Philopoïmène traite alors Sparte avec beaucoup de sévérité. Les murailles sont abattues, les institutions de Lycurge sont abolies, les ilotes sont libérés et dispersés, et les esclaves de Sparte vendus au profit de la Ligue. C'est véritablement l'acte final de l'indépendance de Sparte après des siècles de combats pour tenter de la maintenir. Sauf qu'en 184, la Ligue achéenne doit faire face au soulèvement de la Messénie, donc la terre d'origine des Ilotes, qui cherche à se détacher de la Ligue achéenne. Et donc les Messéniens sont dirigés par un dénommé Dinocrate, qui reçoit le soutien de Flamininus, qui n'a pas été d'accord avec le traitement sévère infligé à Sparte. Alors Philopoïmène est alors âgé de plus de 70 ans, et il est élu stratège de la Ligue pour la 8e fois, et après un combat livré contre les Messéniens, il est fait prisonnier et envoyé à Mécène en 183. Et il y meurt empoisonné, peut-être sur ordre de Dinocrate ou peut-être de son propre chef. Mais les Achéens veulent venger la mort de leur stratège, et Dinocrate, acculé alors que Mécène a ouvert ses portes, se suicide pour éviter de tomber entre les mains de Lycortas, donc stratège de la Ligue achéenne et père de l'historien Polybe. Et donc les cendres de Philopoïmène sont ensuite rapatriées à Mégalopolis, où les honneurs funèbres lui sont rendus. Et lors de ces funérailles, c'est Polybe qui porte l'urne contenant les cendres. Ainsi est parti le dernier des Grecs. Voyons thème numéro 6, la fin de la Ligue achéenne et de l'indépendance de la Grèce. La Ligue achéenne adopte une attitude ambiguë au cours de la Troisième Guerre macédonienne, donc de 172 à 168, en conservant une neutralité. Alors la Ligue est punie par les Romains, qui ordonnent de livrer 1000 otages, dont Polybe, otages qui sont envoyés à Rome. Puis en 147, un Senatus consulte ordonne à la Ligue de rendre leur indépendance à plusieurs cités, dont Sparte, Corinthe et Argos. Les Achéens refusent d'obtempérer et les Romains attendent la chute de Carthage avant de commencer véritablement les hostilités. Alors, Rome a peu de partisans en Grèce à cette époque et plusieurs cités souhaitent rester neutres, même Sparte qui est pourtant opposée traditionnellement à la Ligue achéenne. Alors, les Grecs commencent aussi à se méfier des Romains, surtout après la destruction de Carthage, survenue quelques semaines auparavant, destruction qui a provoqué un traumatisme dans tout le monde hellénistique. Et certaines cités s'allient à la Ligue achéenne, notamment des cités de Béotie comme Thèbes. Alors les coalisés sont battus par les Romains une première fois en Thessalie, puis leur chef trouve la mort dans d'autres combats. Alors la Ligue achéenne organise la défense de Corinthe, qui est le verrou défensif de Grèce centrale, en prenant des mesures exceptionnelles comme l'affranchissement et l'armement de 12 000 esclaves et la taxation des plus riches. Alors le consul Métellus, qui dirigeait les troupes romaines, est remplacé par Mummius qui parvient à prendre Corinthe en 146 après une bataille acharnée au pied de la cité. Et donc Corinthe est en effet abandonnée dans la nuit par les soldats grecs alors que leur chef
a fui en Arcadie. Et après 3 jours d'attente, Mummus prend la ville sans combat. Il fait alors exécuter la plupart des hommes et vend les femmes et les enfants comme esclaves avant de piller puis d'incendier la ville. Alors en anéantissant Corinthe, Rome lui réserve le même sort que celui subi par Carthage. Et cette destruction marque une rupture importante dans la politique romaine en Grèce. Elle est sans doute motivée par la crainte des Romains de voir ressurgir une puissante ligue grecque. En tout cas, le sac de Corinthe marque la fin définitive de l'indépendance de la Grèce antique. La Ligue achéenne, dernier État grec ayant conservé une certaine indépendance, est dissoute. Et une partie des cités de la Ligue se voit soumis aux tribus et placée sous l'autorité de magistrats romains depuis la Macédoine, tandis que les cités restées fidèles aux Romains ou qui sont restées neutres conservent, elles, leur autonomie, mais perdent leur indépendance dans la conduite des affaires extérieures. Alors la situation en Grèce change au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec les guerres mithridatiques. En effet, de nombreuses cités grecques se rallient à Mithridate VI, le roi du Pont, dans l'espoir de se libérer de la tutelle romaine. Alors la contre-attaque romaine menée par Sylla oblige Mithridate à abandonner la Grèce, et les Romains mettent à sac Athènes en 86 et Thèbes l'année suivante. Et ces campagnes romaines laissent la Grèce centrale en ruine. Et après la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ, Octave réorganise les provinces romaines et crée la province sénatoriale d'Achaïe. En conclusion, l'histoire de Philippe Poïmen, le dernier des Grecs, nous a permis d'aborder des périodes complexes de l'époque hellénistique qui sont marquées par la formation de confédérations, par la volonté des Spartiates de retrouver leur puissance, par la contestation de l'hégémonie macédonienne, par de nombreux changements d'alliance et par l'implication grandissante des Romains. La défaite face aux Romains de la Ligue achéenne marque la fin de l'indépendance de la Grèce. Quant à la destruction de Corinthe, remarquablement concomitante de celle de Carthage, elle symbolise la montée de la toute-puissance romaine dont toute opposition est impitoyablement réprimée. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.